Bonsoir, bienvenue à la recyclerie. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à la conférence Quel mix énergétique en France pour 2050. Cette conférence s'inscrit dans le cadre éco-optimiste, donc un mois, un thème. Et je vais laisser maintenant la parole à Pascal Gréboval, rédacteur en chef de Kaizen. Merci. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux, ça fait toujours plaisir de voir du monde à une conférence. Nous remercions la recyclerie, son brillant patron Martin, de nous accueillir régulièrement dans le cadre des éco-optimistes. Juste rapidement, Kaizen, un bimestriel inspiré par la philosophie de Pierre Rabhi. Si vous avez vu le film Demain de Cyril Dion, c'est la même chose en papier. Ça sort tous les 2 mois. L'idée, c'est de montrer des initiatives positives pour changer le monde pas à pas. Kaizen, un mot japonais, kai, changement, zen, bon, qui dit que chaque être humain ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut faire les choses en fonction de son histoire, de son temps, de son énergie, justement. Et que si on fait ainsi les changements dans la vie, on va beaucoup plus loin que si on fait les choses de manière radicale. Je m'arrête là pour la présentation. Nous avons 4 brillants intervenants ce soir. Ils ont eu l'intelligence de se mettre dans l'ordre d'apparition. Spontanément. Tout à fait spontanément. Donc ils vont se présenter déjà dans un premier temps et puis après je vais vous expliquer comment ça se passe. Allez-y. Donc je suis le premier intervenant, je m'appelle Olivier David, je travaille donc au ministère qui s'appelle maintenant le ministère de la Transition écologique et solidaire, dont le ministre est Nicolas Hulot. Et au sein de ce ministère, il y a une direction qui s'appelle la Direction générale de l'énergie et du climat, qui a en charge les politiques d'énergie et de climat, comme son nom l'indique. Et dans cette direction, j'ai en charge les problématiques liées à l'électricité. Merci. Si vous pouvez passer votre micro à Bernard. Merci, bonjour. Je m'appelle Bernard Laponche, je suis membre de l'association Global Chance, qui est une association d'experts dits indépendants, qui sont indépendants, mais qui sont surtout des experts critiques, en général, sur les sujets de l'énergie, du climat et du nucléaire. Et j'interviendrai probablement sur le nucléaire dans cette réunion. D'accord. Nicolas qui a un micro. Bonjour, je suis Nicolas Imbert, je dirige l'ONG Green Cross France et Territoires. Et Green Cross a été créé par Mikhaïl Gorbatchev en 1993 suite à Rio 92. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre vous, que Mikhaïl Gorbatchev a eu en 1986 à gérer les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl sur son territoire. Et on s'intéresse aux différents sujets environnement-climat, que ce soit l'eau, l'alimentation, l'énergie, l'économie circulaire, avec une approche très très proche de ce qui se passe sur le terrain. Merci. Stéphane. Bonjour, Stéphane Signoret. Donc, je représente l'association Negawatt, dont je suis un des ambassadeurs. L'association Negawatt, c'est une association de spécialistes, plutôt ingénieurs, mais pas uniquement, qui a élaboré un scénario de transition énergétique il y a ça, plusieurs années, qu'il a réactualisé plusieurs fois, et donc la dernière mouture date de janvier de cette année, 2017, et nous permet de nous projeter d'ici 2050 pour répondre à la question en partie de cette soirée. Peut-être définir un négawatt. Qu'est-ce qu'un négawatt ? Alors un négawatt, dans le monde des ingénieurs, on utilise il y aura 2 unités qu'on va beaucoup utiliser peut-être ce soir. Il y a les mégawatts, donc qui est une unité de puissance qui donne la puissance d'une centrale électrique, par exemple. Il y a le mégawattheure, par exemple, qui donne la quantité d'énergie que produit cette centrale. Et le négawatt, donc c'est avec un N, en fait, à l'origine, c'était une erreur de frappe dans un bouquin. Mais le terme a été repris pour expliquer tout ce qui traduisait les économies d'énergie, et notamment 2 des piliers qu'on va beaucoup utiliser dans le scénario, qui sont la sobriété et l'efficacité énergétique. Super, donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h, on s'est mis d'accord tous les 5. On va décomposer cette table ronde en 3 temps. Où en sommes-nous aujourd'hui, premier temps? Quels sont les objectifs à atteindre et comment? Et puis après, on vous laissera la parole pendant une grosse demi-heure. On va commencer donc par un panorama, les chiffres, pour que vous ayez à peu près des ordres de grandeur sur ce qui va être évoqué ce soir. Donc c'est Olivier qui va commencer par nous dire où nous en sommes en termes de consommation globale. Alors je vais essayer de présenter quelques slides sur où est-ce qu'on en est dans le domaine de l'énergie de façon assez simpliste et caricaturale. Parce que le domaine des statistiques de l'énergie, c'est assez compliqué, on peut assez vite rentrer dans des raffinements extrêmement sophistiqués. Donc je vais essayer d'être assez rapide.
Là, c'est la courbe de la consommation d'énergie en France depuis 1970. Ce qu'on voit d'abord, c'est une augmentation très forte entre, en gros, 1970 et 2000, qui correspond, en gros, il y a un grand nombre de facteurs qui expliquent l'augmentation de la consommation d'énergie. C'est l'augmentation de la population, l'augmentation de la croissance économique. C'est aussi la décohabitation, par exemple le taux de divorce et le fait qu'on est de moins en moins nombreux par foyer augmente la consommation d'énergie. C'est aussi l'équipement, le développement de l'ensemble des équipements électriques, puis le développement dans les années 70-80 des voitures. On est passé d'une voiture pour plusieurs personnes à une voiture par personne, parfois 2 voitures par personne, certains 3, 4, peut-être plus. Je ne pense pas ici, mais ça existe. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'à partir des années 2000, tous ces facteurs continuent à exister, mais on voit que la consommation stagne. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement important entre 70 et 2015, c'est qu'il y a vraiment eu un découplage complet entre je dirais, les facteurs de croissance de la consommation d'énergie avec la consommation réelle. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est, en gros, il y a toute une série d'actions, que ce soit l'amélioration. Un réfrigérateur consomme beaucoup moins maintenant que dans les années 80. Les voitures consomment moins. Les bâtiments consomment moins. Et donc, on a réussi à stabiliser la consommation d'énergie. Ce qu'on voit qu'on consomme comme énergie, c'est de l'électricité, du gaz, du pétrole, du charbon et des ENR thermiques. C'est en gros le bois qu'on utilise pour se chauffer. On reviendra après sur les énergies renouvelables. Dans ces énergies, il y en a qui produisent des gaz à effet de serre. C'est le charbon, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Et on voit que sa consommation a diminué. Le pétrole, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, sa consommation a diminué. Et il y en a le gaz en produit moins que le charbon et le pétrole, et l'électricité, en France, produit peu de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut noter dans le graphique, c'est que sa consommation a énormément augmenté. On a une électrification extrêmement importante, je dirais, en France, depuis, et on observe la même chose en Europe, depuis les années 80. Ça s'explique par la multiplication, notamment, des équipements électriques et électroniques. Je voulais dire 2-3 choses importantes. D'une part, l'énergie, c'est le domaine du temps long. Il y a un temps extrêmement long entre le moment où on prend une décision et le moment où on va voir cet effet sur la courbe. Ça, c'est valable pour la consommation. Quand quelqu'un achète un équipement, il va le garder 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, c'est que quand il va changer son équipement, et son équipement électrique, qu'il va pouvoir avoir une baisse de la consommation. C'est pareil pour les véhicules. Je dirais la flotte de véhicules en France évolue extrêmement lentement. Ce qui fait que quand on améliore la consommation d'un véhicule, avant qu'on voit les effets sur la consommation, sur la courbe de consommation, ça peut prendre 10 ou 15 ans. C'est la même chose aussi sur la production. Oui, il faut que j'accélère. C'est la même chose sur la production. Je dirais, on a des temps extrêmement longs. Par exemple, quand on décide maintenant de construire une centrale nucléaire, on a décidé, par exemple, si on prend l'exemple de l'EPR de Flamanville, on a décidé au début des années 2000 de construire l'EPR de Flamanville, ça va produire de l'électricité 20 ans après. C'est pareil aussi sur un centre d'énergie renouvelable, un parc éolien, ça prend 7 à 8 ans à faire. Un dernier point sur ce slide, ce qui est important, et c'est la première, je dirais la première priorité de la politique énergétique, c'est la sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on puisse disposer de l'énergie dont on a besoin à tout moment. Alors, ça se gère différemment selon les types d'énergie. Sur le gaz et le pétrole, ce qu'il faut, c'est avoir des stocks suffisants pour qu'on puisse en disposer. Sur l'électricité, on doit avoir, je dirais, on a un peu de stockage, mais à chaque instant, on doit avoir un équilibre entre la production et la consommation. Si on veut passer au slide d'après, je vais essayer d'être plus rapide. Donc ça, c'est je dirais, la situation à l'heure actuelle. On a du nucléaire, 42%,
des produits pétroliers qui servent essentiellement, en fait, beaucoup dans le transport. Le transport, ça fonctionne à l'heure actuelle avec des produits pétroliers, du gaz, des énergies renouvelables. Passez au slide d'après. Sur les énergies renouvelables, la première énergie renouvelable qu'on consomme à l'heure actuelle, c'est le bois. C'est notamment du bois énergie qui sert principalement au chauffage. Et on pense que cette quantité est largement sous-estimée. C'est très compliqué dans les statistiques, d'avoir une bonne vision de la quantité de bois qui est consommée pour se chauffer, parce que, notamment en milieu rural, énormément de personnes se chauffent au bois. Et ensuite, c'est l'hydroélectricité, cette fois-ci qui sert pour produire de l'électricité, l'hydroélectricité renouvelable. On va passer au slide d'après. Où est-ce qu'on consomme de l'énergie? Donc il y a plusieurs secteurs, je dirais 3 grands secteurs, l'industrie, le transport et le secteur résidentiel. Ce qu'on voit, c'est que la consommation dans l'industrie a baissé. On consomme à l'heure actuelle en gros 20% de l'énergie dans l'industrie. Ensuite arrive le transport, 33%, un tiers en fait de l'énergie, c'est dans le transport. Et le principal secteur dans lequel on consomme de l'énergie, c'est le résidentiel tertiaire, c'est-à-dire je dirais nous tous, dans les habitations et dans le secteur de bureaux. C'est pratiquement la moitié de l'énergie consommée, c'est dans le résidentiel tertiaire. Du coup, j'ai fait un petit zoom sur le résidentiel tertiaire, dans lequel, qu'est-ce qu'on consomme dans le résidentiel tertiaire? On retrouve cette électrification, on consomme énormément d'électricité, du gaz à l'heure actuelle, et ce qu'on voit, c'est historiquement, c'est que le pétrole et le charbon a énormément baissé. Je dirais, on a un développement du chauffage au gaz, un développement du chauffage électrique, des usages de l'électricité, et on consomme beaucoup moins de pétrole et de charbon que dans les années 70, ce qui est très bon pour les émissions de gaz à effet de serre. J'ai fait un petit zoom sur l'électricité. Alors, faut vraiment avoir en tête que l'énergie ne se limite pas à l'électricité. Dans le débat, on parle souvent de l'électricité, mais je pense qu'il ne faut pas réduire le débat sur l'énergie à un débat sur l'électricité. Mais c'est quand même important. Ce qu'on voit dans l'électricité, c'est ce qu'on sait tous, c'est on a un développement, je dirais, massif de la production d'électricité entre 70 et 2015, avec, je dirais, la production hydraulique qui est restée stable. On a un développement surtout avant 70 de la production hydraulique, une baisse des énergies thermiques, mais qui reste quand même relativement importante, et le développement du parc nucléaire qui s'est fait à partir des années 75, entre 75 et 2000, dans lequel on a 77% de l'électricité qui est produite à partir de nucléaire. Et on voit, c'est intéressant, à partir de 2010, une augmentation des énergies renouvelables, donc des énergies renouvelables hors hydroélectricité, donc essentiellement de l'éolien et du photovoltaïque, qui représentent à l'heure actuelle 5% de la production d'électricité, mais qui sont en très forte augmentation. J'ai voulu présenter ce slide, qui est issu du scénario Négawatt, pour, je dirais, un peu cadrer de quoi on parle, parce qu'il y a vraiment 2 notions importantes quand on se projette dans l'avenir dans le domaine de l'énergie. Il y a, je dirais, il y a les scénarios tendanciels et ensuite les scénarios qu'on imagine. Le scénario tendanciel, c'est en gros, qu'est-ce qui va se passer si on ne fait plus rien? C'est-à-dire qu'on applique les mesures existantes et on vit sur la lancée de ce qui existe. Alors, on peut débattre, il y a des tas de débats sur l'évolution des scénarios tendanciels, mais je dirais que c'est quelque chose de relativement objectif, entre guillemets, qui est qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien. Ce qui est intéressant dans ce slide, donc là dans ce slide, vous avez en gras la consommation réelle, et là, les scénarios tendanciels qui ont été faits par Négawatt en 2003, 2006, 2011, 2017. Ce qu'on voit, c'est que le scénario tendanciel, alors qu'on imaginait une augmentation très forte de la consommation d'énergie en 2003,
ça s'est complètement, je dirais, aplati. Et ce qu'on imagine à l'heure actuelle, comme scénario tendanciel, si on ne fait plus rien, c'est plutôt une stabilité de la consommation d'énergie. Ce qui montre quand même que, ce qui est quand même rassurant, toutes les politiques, notamment d'efficacité énergétique, qui ont été menées depuis 2003, ont porté leurs fruits, puisqu'en 15 ans, on est passé d'un scénario tendanciel avec forte augmentation à un scénario tendanciel plat. Et ensuite, on peut faire des scénarios. Alors les scénarios, ça dépend de chacun, et ça reflète la vision politique qu'on a de l'évolution de l'énergie. C'est qu'est-ce qu'on espère faire dans le futur. Donc là, alors je ne parle pas des scénarios négawatts, on en parlera après dans le détail, mais chacun a ses scénarios de comment on imagine l'avenir. En général, les scénarios sont en dessous du tendanciel. Je pense que personne n'ose présenter des scénarios de consommation qui sont supérieurs au tendanciel. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, mais je dirais tout peut s'imaginer dans les scénarios. On peut passer. Et peut-être oui. Parce qu'en fait, on est au point stratégique là. On voit que les courbes tendancielles ont tendance à diminuer. On peut peut-être donner la parole à Negawatt, si ça vous dérange pas. Il a un micro. C'est oui, je vais vous donner la parole. Tout le monde va avoir la parole. Oui. Juste en l'état, là, on voit que la tendance diminue. J'ai envie de dire à quoi débattre ce soir. Si la tendance diminue, je suis un peu provocateur, mais votre avis sur cette tendance à la baisse? Bon, alors d'abord, je veux dire quelque chose, c'est que c'est très bien qu'on ait quelqu'un du ministère avec nous. C'est assez rare dans les débats publics, donc on peut féliciter monsieur d'être venu. Et la présentation, voilà, des données énergétiques, globalement, donne bien on va dire le paysage, mais monsieur Laponche va avoir des commentaires, j'en doute pas. Sur le tendanciel, ce qu'on peut dire, c'est que tout simplement, à chaque fois que vous voyez le tendanciel baisser, c'est que les politiques publiques affichées par les différents gouvernements ont changé. Notamment, il y a eu le Grenelle environnement, puis ensuite le débat sur la transition, etc. Et à chaque fois, on a mis le curseur des politiques publiques un peu plus haut, notamment en termes de développement des énergies renouvelables et d'économie d'énergie. Donc à chaque fois, on recalcule finalement un tendanciel à la baisse, puisque les politiques publiques sont plus volontaristes. Mais effectivement, dans le scénario négawatt, on essaye toujours de descendre plus bas avec le tendanciel. Mais justement, pourquoi descendre plus bas? Est-ce qu'on a nécessité de descendre plus bas? Est-ce que l'état actuel de la consommation nous impose de descendre? Bien, clairement, oui. En tout cas, c'est notre position à négawatt. C'est-à-dire qu'on a encore un usage des fossiles, donc pétrole et gaz, assez important, comme vous avez pu le voir dans les slides. Et cette consommation-là nous amène à comment dire, on n'a pas une très grosse émission de gaz à effet de serre en France par rapport à d'autres pays. Mais ça ne nous met quand même pas sur la trajectoire, alors peut-être vous connaissez, du fameux facteur 4, puisque... Expliquez le facteur 4, je vous l'explique. L'idée, c'est quand on a eu le protocole de Kyoto, si je ne me trompe pas, on a dit, voilà, il y a un problème avec les émissions de gaz à effet de serre. Tous les pays sur la planète ne sont pas responsables avec une même égalité, bien sûr, de ces émissions. Donc s'il faut grosso modo diviser par... Les scientifiques à l'époque nous disaient qu'il faut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde pour éviter un réchauffement trop fort. Mais diviser par 2, on a dit on va faire porter l'effort plus sur les pays développés, et donc ça faisait diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre pour des pays développés comme la France. Donc quand on dit facteur 4, c'est ça, c'est en fait diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Le référentiel 90, je crois. Voilà, donc ça c'est un peu l'horizon lointain que la France s'est fixé depuis longtemps. Mais en fait, si on a notre consommation habituelle, même sur le tendanciel qui baisse, on n'atteint pas ce facteur 4. Donc un des enjeux du scénario négawatt, c'est de montrer quel effort on va devoir faire pour aller au moins au facteur 4. Et le facteur 4 correspond à une température d'évaluation globale ou pas trop? Alors à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était calculé comme ça. En l'occurrence, aujourd'hui, on est largement sur la tendance de dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Si on continue sur la lancée, on va dire mondiale en tout cas, c'est clair qu'on atteindra les 2 degrés et encore peut-être 3. D'accord. Voilà. Donc on est clairement pas au niveau mondial sur la bonne tendance. Et après, je donne la parole aux autres. Est-ce que les autres pays qui ont signé le protocole de Kyoto puis la COP21 sont sur un scénario identique avec une tendancielle à la baisse? Il y a pas mal de pays qui commencent à être sur des... je pense qu'on n'est pas tous les pays, mais sur des tendances un peu similaires, puisque ne serait-ce qu'en Europe,
l'Europe a des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de développement des ENR, qui font que tous les États membres sont censés faire des efforts. Alors tous ne le font pas à la même échelle. On a aussi des pays de l'Est de l'Europe qui n'avaient pas le même niveau de développement, donc ils n'ont pas les mêmes contraintes. Bon, en Europe, on voit quand même cette tendance, mais c'est clairement sur les autres pays en voie de développement, comme la Chine, comme l'Inde, voire même aux États-Unis où il y a des efforts de fait, mais eux, ils commencent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour une autre raison, c'est qu'ils ont pris du gaz de schiste à la place de leur charbon. Comme le gaz est moins émetteur, ils voient un début de baisse. Mais on est clairement, mondialement, pas sur la bonne trajectoire. D'accord. Bernard Laplanche, vous voulez commenter Oui, j'ai un problème. Il faut qu'on s'entende sur le départ, c'est-à-dire les statistiques. Et donc j'ai un problème avec l'exposé précédent. Le premier problème, c'est que la chose qui est la plus facile, c'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire ce qu'on consomme, l'industrie, les transports, le résidentiel tertiaire, etc. Et comment elle se répartit? Eh bien, en France, comme d'ailleurs pratiquement tous les pays européens, elle se répartit avec une majorité. Le premier produit qu'on consomme, c'est les produits pétroliers. C'est à peu près 45%. Et l'électricité vient en second, 25%, donc très loin derrière. Et troisièmement, le gaz, 13 ou 14%. Donc la première dépendance de la France, c'est comme les autres pays, sauf ceux qui produisent du pétrole, c'est la dépendance pétrolière avec une forte pression sur les transports, puisque c'est essentiellement les transports qui consomment les produits pétroliers. Première remarque. Donc, si je projetais une seule slide, je projetterais celle-là pour que les consommateurs se rendent compte de la consommation. Or, elle n'apparaît pas. Ce n'est pas un reproche, mais elle n'apparaît pas. La deuxième, c'est, peux-tu remettre la première slide? Alors, la première slide, c'est très... Alors, attendez, vous allez m'excuser, ça va prendre un certain temps. Aïe. Parce que j'ai tout mis sur le même fichier. Vous voyez, comme on est tous des ingénieurs, on aime bien les slides, on en met partout, des graphes. Il y en a. En fait, c'est mieux quand c'est une conférence sur le tourisme. Il vient avec des photos et on est tranquille. Alors, c'était laquelle que tu voulais? C'est la première, consommation d'énergie primaire. Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que tu parlais d'Étienne. Bah, vous les voyez dans l'autre sens, c'est encore mieux. On a de la chance d'échapper à tous ces chiffres. Voilà, on va y arriver. Alors, c'est très intéressant celle-là. Ce qu'on appelle la consommation d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est les sources naturelles qu'on utilise pour produire de l'énergie. Le pétrole, le charbon, le gaz, l'uranium, la biomasse, l'éolien, etc. Et là, vous voyez, ce qui est quand même très impressionnant, l'électricité primaire. Alors, l'électricité primaire, elle est en gris. C'est celle qui est en haut. La plus grande part, c'est juste, hein, c'est celle qui est au-dessus. Alors, l'électricité primaire, qu'est-ce que c'est? Alors, curieusement, l'électricité primaire, c'est l'hydraulique, ce qui est normal, il y a une production d'électricité directe sans passer par la production de chaleur, et c'est le nucléaire. Mais le nucléaire, on ne produit pas l'électricité directement, on produit de la chaleur. Donc le mot électricité primaire est trompeur. Ce qui est compté ici, c'est la chaleur qui est produite dans le réacteur nucléaire. Et en termes énergétiques, la production d'électricité est 3 fois plus faible. Donc quand vous regardez ça, vous avez l'impression que le nucléaire est absolument colossal. La production d'électricité par le nucléaire est colossale et comptée en primaire. C'est faux. Ce n'est pas de la production d'électricité. Et le mot électricité primaire est mensonger. C'est la production de chaleur dans les réacteurs nucléaires. Et la production d'électricité est 3 fois plus faible. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui ne correspond pas à la réalité, tout simplement parce que ce n'est pas de l'électricité. C'est de la chaleur qui est comptée. Et donc ça vous donne un chiffre considérable, 112 millions de TEP, qui est la chaleur produite dans les réacteurs, alors que l'électricité, c'est 3 fois moins, c'est-à-dire une trentaine de mégatep que vous retrouvez dans la consommation finale, qui, elle, comme je vous l'ai dit, l'électricité, ce n'est que 25%.
Ce qui veut dire que la part du nucléaire dans la consommation d'énergie finale, c'est à peu près 16%. Merci pour ces précisions. Est-ce que, Nicolas, vous voulez faire une synthèse de tout ce qui a été dit Tout à fait. Et je vais faire la synthèse en étant appuyé par deux transparents et en citant beaucoup moins de chiffres que ce qui vient d'être dit. Parce que moi, je me suis dit, au moment de préparer cette conférence, tout le monde va venir avec ses chiffres et tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant tient tout à fait la route. Et je vais essayer de venir avec ce que j'ai en tête au moment d'arriver. Il se trouve que j'ai préparé, comme vous voyez, la conférence le 13 septembre. Et je vais sur le site sur lequel tout le monde peut aller, qui est celui de la Fédération éolienne offshore européenne. Le 13 septembre, il y avait 20% de l'électricité que vous avez utilisée. Tous ceux qui ont laissé leur chargeur portable à recharger alors même que le portable n'était pas au bout, par exemple, qui venait de l'éolien. Et bon, quand on regarde ça, c'est vrai en Europe, et la France, c'est un petit peu à la traîne. En même temps, il y a un petit cube que j'aime beaucoup. Alors l'avantage, c'est que je ne vais pas vous noyer avec les chiffres parce que vous ne lisez absolument rien sur ce cube qui est en haut à droite, sur lequel on voit le rayonnement solaire et l'ensemble des énergies disponibles sur la planète, qui est le grand cube. Et ce dont on a besoin pour faire tourner la planète Terre avec tous les humains dessus, qui est le petit cube ici. Et là, c'est tous les potentiels d'énergie renouvelable. Donc on se rend compte, quand on voit cet empilement de cubes, que même si on décidait de faire confiance à la seule biomasse, au seul solaire photovoltaïque ou au seul éolien, pour satisfaire les besoins humains, il n'y a pas besoin de stresser. Il y a par contre un autre aspect que Stéphane nous indiquait tout à l'heure, c'est quand même qu'on est en pleine situation de dérèglement climatique. Et souvent, quand on dit, vous avez noté, je dis dérèglement climatique, je ne dis pas réchauffement. Parce que réchauffement, on a l'impression que c'est plutôt tranquille, on aura un peu moins froid, etc. Dérèglement, c'est des périodes d'extrême instabilité chaude. Ça peut être des périodes de sécheresse qui alternent avec des périodes d'extrême instabilité froide. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais 10 jours avant de venir, j'étais en Haute-Tarentaise, au col des Vaches, juste en plein parc naturel de la Vanoise. On était à 2000 mètres d'altitude, il y avait 20 cm de neige et il y avait de la menthe qui poussait. J'en ai fait une super photo que j'ai mise sur la page Facebook de Green Cross. Mais par contre, en décembre, j'étais au même endroit. Il n'y avait pas de menthe, mais il n'y avait pas de neige non plus. Donc là, on voit le dérèglement, ce que ça signifie, et on est vraisemblablement entre 0,8 et 1 degré. Donc quand on parle 2 degrés, quand on parle 2,5 degrés, on voit qu'il va falloir s'adapter à un monde différent. Et dans ce monde différent, on a à la fois un héritage à gérer et un futur. Et très brièvement, pour faire le point sur l'héritage, on nous parle beaucoup d'énergie fossile. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole doit être entre 25 et 28 dollars. Donc on entend moins parler gaz de schiste, on entend moins parler technologie Terminator qui vise à chercher la dernière goutte de pétrole, mais il faut faire attention, ça peut revenir. Et en France, on a une spécificité qu'on partage avec quelques pays, la Suisse qui est en train d'en sortir, la Belgique qui est en train d'en sortir, la Grande-Bretagne qui est en train d'en sortir en faisant payer l'addition par les Français. Une chose un petit peu particulière, c'est d'avoir un passif nucléaire particulièrement lourd. Et la spécificité de ce passif nucléaire, c'est qu'il y a 2/3 qui sont à peu près payés sur l'existant, donc c'est ce que vous voyez sur l'infographie qui représente les coûts de la filière nucléaire en France, mais il y a 1/3 que les générations actuelles et les générations prochaines des 20 ou 30 prochaines années vont devoir payer et sur lequel on n'a pas provisionné à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est une dette et c'est un passif qui nous renvoie au cartoon. Effectivement, le nucléaire, c'est des milliers d'emplois et pour des milliers d'années. C'est-à-dire que certains de mes collègues ont dit qu'il y avait un avenir limité dans le nucléaire. Vous avez noté. Moi, je pense qu'il y a énormément d'avenir dans le nucléaire, mais que l'avenir du nucléaire et de la filière en France, c'est de réfléchir dès maintenant dans le démantèlement et de l'accélérer tant qu'on a encore les compétences et les cerveaux disponibles en activité, parce que là, on a une question qui est de nous préparer un futur serein, d'éviter les catastrophes et de retravailler sur un avenir souhaitable. Je vais passer très vite, en 4 secondes, sur le transparent juste après. On est en train de changer de regard. Le monde d'avant, le monde du nucléaire et des fossiles, il était en une dimension, produire
Et comme ça, il y aura toujours trop et on pourra consommer. Le monde qui est en train de se construire, c'est le monde de l'efficacité énergétique, du scénario négawatt. Et c'est aussi un monde qu'on appelle penser en 4D, où on est en train de penser énergie décarbonée, parce qu'il y a une urgence climatique, énergie déconcentrée, énergie diversifiée, parce que la solution, elle n'est pas dans le tout solaire, elle n'est pas dans le tout éolien, elle n'est pas dans le tout bois, elle n'est pas dans le tout biomasse, mais elle est justement en ayant la capacité d'être résilient, et elle est dans le démocratique. C'est-à-dire que la source d'énergie d'aujourd'hui que vous pouvez d'ores et déjà créer, elle peut être à côté de chez vous. Vous avez le droit de faire de l'autoconsommation, vous avez le droit de faire de l'autoproduction. On va y venir. Mais juste, je vais redonner la parole quand même à Olivier David, qui l'a pris brillamment et qui s'est chargé de nous présenter les chiffres. Quelle est la position aujourd'hui du ministère sur la pérennité du modèle existant? Est-ce que vous êtes en accord avec vos 3 camarades de gauche ou vous pensez que c'est compatible de rester sur le même modèle? Quand je dis camarades de gauche, c'est ici. Hein. Je pense que avant de répondre à votre question, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, c'est bien de voir quel modèle on imagine, je dirais, en 2050 ou 2060. Et ce qui est intéressant, mais ça le scénario Négawatt le fait parfaitement, c'est d'essayer de voir aussi quelle trajectoire on prend et quel chemin on prend pour aller, je dirais, du point où on est à l'heure actuelle vers le monde qu'on imagine. Et je dirais c'est parfois plus compliqué de tracer le chemin que de tracer l'objectif. L'objectif, c'est bien, il est double, s'il est bien de sortir des énergies fossiles, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire que on ne produit plus de gaz à effet de serre. C'est-à-dire concrètement, il y a des activités qui produisent des gaz à effet de serre, et l'idée c'est que ce qui consomme les gaz à effet de serre par rapport à ce qui produit des gaz à effet de serre s'équilibre. Et donc la neutralité carbone passe d'abord par la fin du charbon. Je pense que la première priorité pour atteindre cet objectif, c'est la fin du charbon. C'est ce qui émet, je dirais, le plus de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on sait combien il reste de centrales à charbon en activité? Aujourd'hui, il reste 4 centrales à charbon en activité. Dont celle du Havre, c'est ça? Donc, il y en a une au Havre, une à Cordemais, une à Gardanne et une à Saint-Avold en Lorraine. Et donc, l'idée, c'est, avant 2022, de fermer ces 4 centrales à charbon. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, fermer ces 4 centrales à charbon. D'une part, il y a des questions de sécurité d'approvisionnement. Elles produisent de l'électricité qui est consommée. Et d'autre part, derrière, il y a des salariés, des gens qui travaillent dans ces centrales à charbon. Donc, je dirais, il faut leur proposer je dirais, un accompagnement et je dirais un accompagnement aussi des territoires qui ont fermé ces centrales à charbon. Donc, l'objectif, c'est bien de fermer d'abord ces centrales à charbon. Après, l'objectif, c'est de sortir du pétrole. Et je dirais la façon la plus, je dirais, simple entre guillemets, de sortir du pétrole, c'est à partir de 2040, la politique française, à partir de 2040, d'interdire la vente de véhicules qui consomment de l'essence et du diesel. Alors, c'est pas une lubie française, ça concerne pas que la France. Cette volonté d'interdire définitivement la vente de véhicules qui vendent du pétrole et qui utilisent du carburant fossile, c'est aussi l'objectif de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Hollande, de la Belgique. Alors je dirais que là on reste entre Européens, mais c'est aussi l'objectif de l'Inde. L'Inde a annoncé la fin de la vente des véhicules qui utilisent de l'essence ou du diesel en 2030, et la Chine vient d'annoncer que leur objectif, c'est en 2040 qu'il n'y ait plus de véhicules vendus. Je vais vous poser une question très précise. Donc, ça rentre dans le cadre du plan climat proposé par Nicolas Hulot. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'alimenter le parc automobile en équivalent électrique? Alors, 32 millions de voitures aujourd'hui. À l'horizon 2030, il n'y a aucun problème pour, je dirais, pouvoir développer un parc de véhicules électriques un parc complet de véhicules électriques. Alors, 2030, c'est pas 2030, puisqu'on dit en 2040, interdiction de la vente, ça veut dire, enfin, disons, en 2050, il n'y a pas de problème pour pouvoir, avec les énergies renouvelables, je dirais, avec uniquement des énergies renouvelables, pouvoir alimenter
l'ensemble des véhicules électriques. Bernard... On a un potentiel en France de développement des énergies renouvelables. Il n'y a pas de problème de gisement d'énergie renouvelable en France. On a un potentiel de développement des énergies renouvelables électriques qui est gigantesque. Mais je passe par Bernard Laplanche, sans rentrer dans ce détail, sur l'aspect sortie du pétrole et sortie du nucléaire et du charbon. Ouais. Oui, je réponds, mais c'est très bien de citer le scénario Négawatt, que je salue et qui est très bien, mais il faut insister sur le fait que ce ne sont pas des visions un peu extérieures aux institutions ou au gouvernement, puisque nous avons une loi, la loi de transition énergétique, qui est très précise. Diviser par 2 la consommation finale d'énergie d'ici à 2050, avec un passage à moins 20% en 2030. 2030, c'est proche. Ça veut dire que du point de vue objectif, la réduction de la consommation, c'est le premier objectif. Et c'est un premier objectif qui est très important du point de vue de l'énergie, c'est-à-dire que il faut toutes ces consommations qu'on a vues là, elles doivent baisser de moitié au total, et 20% en 2030. Et deuxièmement, pour le climat, c'est le premier facteur. C'est-à-dire que quand on regarde les textes du GIEC, etc., on voit bien que le premier facteur de réduction des gaz à effet de serre, c'est la réduction des consommations. Deuxièmement, il y a des objectifs également en énergie renouvelable. Je crois que c'est 30% de la production d'électricité. 30% alors 30% pour le total énergie finale et 40% sur l'électricité. Donc c'est colossal. Si on fait des économies d'électricité, parce que si on fait des économies d'énergie, c'est raisonnable aussi de faire des économies d'électricité. À ce moment-là, la solution à trouver est beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est-à-dire que si je baisse la consommation d'énergie, c'est beaucoup plus facile de remplir avec la production. Et donc, il faut faire très attention à j'ai la consommation qui baisse, et donc petit à petit, je remplace par les énergies renouvelables. Et vous voyez par exemple, en 2012, c'est par rapport à 2012, les réductions dont j'ai parlé. En 2012, la consommation d'énergie finale, c'était 154 millions de tonnes équivalent pétrole. Bon, c'est pas facile de faire 154 millions de tonnes équivalent pétrole avec des renouvelables. En 2050, 154 divisé par 2, ça fait 77. Et 77 mégathèmes d'énergie renouvelable en 2050, avec évidemment des progressions, mais des progressions qui sont simultanées. Baisse de la consommation, on remplit petit à petit avec les énergies renouvelables. Les 77 mégathèmes de renouvelables en 2050, c'est parfaitement réalisable. Donc, la loi est réaliste. Non seulement Négawatt est réaliste, mais la loi est réaliste. Ce qui est quand même rarissime. Une loi réaliste, il faut s'en féliciter. Nicolas, vous voulez prendre la parole ? Oui, je pense qu'il faut énormément, d'une part, réinsister effectivement sur le réalisme de la loi, sur le fait qu'il y a des initiatives individuelles qui peuvent bouger, qu'on est sorti d'une économie administrée, et ne pas faire trop de raccourcis. Et très souvent, quand on parle du véhicule électrique et de la fin de l'essence et du diesel, on fait raccourci sur raccourci. Donc, je vais en mettre en avant quelques-uns. Je ne dis pas du tout que ça a été fait à l'instant, mais c'est juste pour bien préciser les choses. Aujourd'hui, l'air en ville est devenu difficilement respirable, et l'un des enjeux qui vise à mettre en place de l'électrique, du véhicule partagé et des mobilités douces en ville, c'est aussi de reconquérir la qualité de l'air. Mais les technos de véhicules électriques que vous avez disponibles aujourd'hui, elles sont moins efficaces énergétiquement qu'un bon hybride ou qu'un bon véhicule qui utilise le gaz. Et si on arrive à remplacer un véhicule individuel diesel qui pue, tiens, ce même véhicule qui, il y a 10 ans, avait été acheté avec une prime à la conversion ou à la transition écologique, par l'accès à un véhicule partagé, là on aura gagné parce qu'on aura économisé l'énergie qui est nécessaire pour produire 10 véhicules individuels, la place en ville, toutes les externalités que ça génère, mais c'est une question d'urbain et c'est une question de véhicules légers. Là, je trimballe avec moi une note qu'on a faite sur le gaz allié de la transition énergétique.
Quand, par exemple, on s'intéresse à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes en ville, ceux qui font du transport de marchandises, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pas forcément énergétiquement très bien de les motoriser à l'électrique. Par contre, on prend un moteur diesel ou on prend un moteur essence, c'est pas le même type de gaz qu'on met dedans, mais les deux peuvent être convertis quasiment immédiatement au gaz, et des pays pétroliers comme Abu Dhabi sont en train de convertir toute leur flotte de taxis et toute leur flotte de véhicules lourds au gaz pour arriver à ceci. Donc quand on dit zéro véhicule diesel ou essence en 2040, on a tout intérêt à utiliser le gaz dès maintenant pour y arriver. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technologie qui s'appelle le Power to Gas, qui est développée sous des formes différentes en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et en France, qui permet de stocker l'énergie renouvelable excédentaire qui est produite par des éoliennes, par des panneaux solaires, etc., en gaz, tout en faisant de la séquestration de dioxyde de carbone. Donc on voit comme ça qu'on a plus d'éléments dans la grammaire que de faire le raccourci en disant la transition énergétique, ça sera du 100% électrique et ça sera du 100% sur le réseau. Et on a un point français par contre à régler de toute urgence, c'est que moi, chaque fois qu'il y a un jour très froid ou un jour très chaud en Europe, je stresse parce que dans la consommation électrique que vous avez, on a tous les résidus d'une politique très forte pour la promotion du chauffage électrique avec nos fameux grille-pains des années 70 et 80, et que autant quand on a des raisonnements sur les valeurs moyennes de production, il n'y a pas de souci et de disparité très forte entre les Français et leur environnement, autant cette sensibilité à la pointe fait qu'on ne pourra pas moderniser notre réseau demain et après-demain, notre réseau électrique qui est un petit peu obsolète en le faisant payer par nos voisins européens. Et donc, il faut qu'on apprenne, en même temps qu'on développe les énergies renouvelables, à stocker l'énergie et avoir beaucoup plus de complémentarité entre le gaz et l'électricité que ça n'est le cas actuellement. Stéphane, chez Negawatt, quel est le discours sur la faisabilité de sortie du nucléaire et du charbon et du pétrole, c'est-à-dire se reposer uniquement sur les énergies renouvelables? Bon, ça fait peut-être beaucoup d'éléments pour tout le monde, hein. J'espère que vous arrivez à suivre, parce qu'on aborde beaucoup de notions très différentes, hein. Le monde de l'énergie est un monde assez complexe. Je pense que les idées maîtresses qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a un pays très dépendant et des fossiles et du nucléaire pour l'électricité. On a des lois qui nous mettent effectivement vers plutôt une bonne orientation, hein, comme disait Bernard Laponche, avec l'objectif de diviser par 2 la consommation d'énergie. Mais comme vous disiez, les objectifs c'est facile à fixer, après c'est le chemin qu'il faut trouver. Et donc dans le scénario Negawatt, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est à prendre bloc par bloc toutes les zones de consommation, de vous, de moi, de l'industrie, du tertiaire, etc., du transport, et de voir comment ces blocs de consommation, on pouvait, d'ici 2050, les faire baisser progressivement. Et bien sûr, il ne s'agit pas du jour au lendemain de vous demander d'arrêter de chauffer votre eau chaude pour le thé ou je ne sais quoi. Donc tout ça, c'est progressif, ça se fait sur presque 40 ans. Donc en faisant vraiment des actions de sobriété, en faisant des actions d'efficacité énergétique, on pourra revenir un peu sur ce qu'il y a derrière, on peut, en 40 ans, diviser par 2 la consommation d'énergie en France. Il faut le dire, il faut le répéter. Le scénario Negawatt, c'est un scénario technique, c'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas fait les doux rêveurs en se disant tiens, tout d'un coup, il va y avoir un truc magique qui va nous permettre de diviser par 2 notre consommation. Non, on a regardé les choses précisément, en regardant votre lave-linge, comment il sera dans 40 ans, combien de fois vous le ferez tourner, les éclairages, ils seront comment, dans les bureaux, l'informatique, elle sera comment, etc. etc. Donc on peut vraiment faire techniquement cette diminution de la consommation. Et, comme disait Bernard Laponche, enfin quasiment tout le monde ici, c'est le point crucial pour arriver à se passer d'énergie fossile et du nucléaire, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, du nucléaire. On a beaucoup de ressources renouvelables en France, hein, bon, le vent, le soleil bien sûr, d'hydroélectricité déjà calée, on a beaucoup de biomasse, on a la chance d'avoir une forêt relativement bien entretenue, bien préservée et dont on n'a pas exploité tout le potentiel, loin de là. On a de la géothermie, enfin voilà, il y a pas mal de ressources différentes côté renouvelables, mais on n'en a pas assez pour, en 2050, produire autant qu'on consomme aujourd'hui. Je pense que ça, c'est malheureusement, entre guillemets malheureusement, un des constats qu'on se fait à Negawatt. Quand on regarde sérieusement les choses,
on n'a pas assez de renouvelables en France pour, en 2050, consommer autant qu'aujourd'hui. Donc on est obligé de réduire notre consommation d'énergie. Si on veut arriver vers un objectif à peu près 100% renouvelable, on est obligé de diminuer la consommation d'énergie. Bon, je suis désolé, je me répète un peu, mais c'est tellement le message principal. Mais en fait, ça tombe bien que vous ayez le micro, puisque je vais vous interroger là-dessus. Donc on a bien compris que la base, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Pour vous, chez Negawatt, et après je poserai après la question pour vos camarades, est-ce que ça passe d'abord par une démarche individuelle, une articulation avec la démarche collective, ou c'est d'abord le collectif qui doit montrer l'exemple? On a clairement besoin des deux. Alors, c'est évident que le collectif, et Je suis là notamment... pour poser des questions. Oui. On y répond. Non, mais c'est évident que ça va être les deux. Donc concrètement, ça passe par quoi individuellement? Alors, je vais d'abord répondre collectivement, mais parce que le fait d'avoir fait une loi, c'est quand même pas neutre. Hein. Enfin, clairement, s'il y a 5 ans, on nous avait dit qu'il va y avoir une loi qui demande de réduire par 2 la consommation d'énergie, je peux vous dire que personne ne l'aurait cru à Negawatt. Hein. Donc c'est vraiment, il y a eu un très gros effort fait avec cette loi. Donc une loi, c'est pas rien, parce que derrière, c'est des décrets, c'est de la réglementation, par exemple comme de la réglementation thermique, pour inciter les constructions neuves à être performantes, pour inciter les constructions existantes surtout, hein, parce que le gros parc en France, c'est bien sûr ce qui existe déjà. Donc il faut rénover, hein, dans le scénario Negawatt. Un des enjeux cruciaux, c'est la rénovation de tout le parc des bâtiments existants. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut former des artisans, il faut que les gens soient convaincus, il faut trouver les financements, etc. Mais clairement, c'est un des enjeux importants. Donc le collectif, il est d'abord à ce premier niveau, les réglementations. Ça peut être aussi tout simplement la vitesse sur autoroute. Dans le scénario Negawatt, par exemple, on propose que du jour au lendemain, on passe la vitesse sur l'autoroute à 110, sur les routes à 80, et rien que ça, moins vite, vous consommez moins de pétrole, et on commence déjà à réduire la consommation d'énergie en France. Alors effectivement, à côté, il faut des décisions individuelles, il faut de la volonté. Alors, ça va beaucoup jouer, bien sûr, sur les 2 volets, sobriété et efficacité. Donc sur l'efficacité, ça va être beaucoup de choisir des matériels performants. Alors vous pouvez le faire individuellement, mais vous êtes même aidé par les réglementations, puisqu'aujourd'hui en Europe, il y a certains matériels comme des frigos, etc., qui ne peuvent pas être commercialisés s'ils n'ont pas un certain niveau de performance. Donc ça joue bien sûr pour tous les matériels, votre voiture, etc., y compris dans votre maison, si vous souhaitez l'isoler, il faut l'isoler plutôt avec beaucoup d'isolants, plutôt que pas beaucoup. Donc voilà. Enfin, bon, la technologie, on ne s'inquiète pas trop sur la technologie, des progrès, il y en aura, et même avec la technologie existante, aujourd'hui, on a largement de quoi faire. Après, c'est sûr qu'en termes de sobriété, là, je veux dire, la loi ne peut pas faire grand-chose, à part vous dire soyez vertueux. C'est individuellement qu'il faut faire des choix. Et là, dans le scénario Negawatt, c'est clair qu'on a, par exemple, des hypothèses fortes qui peuvent faire débat d'ailleurs dans la société, qui ne sont pas toujours évidentes en termes de choix individuels. Par exemple, dans le scénario Negawatt, globalement, on va dire la quantité de transport, de mobilité que vous aurez en 2050, elle n'est pas beaucoup moindre que celle d'aujourd'hui. Donc grosso modo, vu nationalement, il n'y a pas un gros changement. Le gros changement dans le scénario Negawatt, c'est que les modalités de vos déplacements ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de marche à pied, il y a beaucoup plus de vélos, hein, vu au niveau national bien sûr. Hein. Et surtout, il y a beaucoup moins d'avions par exemple. Donc grosso modo, dans le scénario Negawatt, on réduit les trajets en avion par 2. Alors des fois je fais des conférences devant des étudiants étrangers et ils me regardent avec des yeux gros comme ça parce qu'ils disent mais comment vous voulez qu'on fasse? Bon évidemment je suis dans une situation spéciale, mais ça veut dire que globalement par exemple on se dit les vacances on n'est pas obligé systématiquement d'aller les faire à l'autre bout de la planète, etc. Ouais. Et donc il y a des choix comme ça, hein, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais qui sont là pour le coup vraiment des choix individuels. Mais il faut qu'on les porte collectivement, on a besoin de pédagogie, de magazines comme Kaizen, voilà, qui expliquent des choses qui vont dans ce sens-là, pour petit à petit faire comprendre aux gens que la vie n'est pas plus triste en faisant œuvre de sobriété. On peut profiter plus de sa famille, de ses voisins, on peut avoir des hobbies de manière plus locale. Enfin voilà, on peut être dans des endroits sympas comme ici, qui ont recyclé un ancien lieu. Donc voilà, bon, je m'arrête un peu, mais derrière il y a tout ça. Nicolas, sur cette articulation de sobriété entre collectif et individuel. Justement, je vais répondre en vous disant, en fait, nous, vous, on est tous schizophrènes, et collectivement et individuellement. C'est-à-dire que derrière chaque individu, le temps que mon petit transparent sur le signal prix se retrouve, en fait, on a 3 personnalités. On va avoir un citoyen. Le citoyen, il fait une confiance complète dans l'État, dans la collectivité, pour agir à sa place.
On a un consommateur qui, lui, veut payer le moins cher, et on a un contribuable qui en a marre de payer des impôts. Et toutes les formes d'énergie par rapport à ça ne se valent pas. Celui qui achète une éolienne et un panneau solaire dans son jardin, il va payer plutôt plus cher que tout le monde. Bien sûr, il va avoir des aides, mais les aides sont des rustines. Celui qui paye des énergies fossiles, vous croyez tous que les énergies renouvelables sont subventionnées et que les énergies fossiles sont vendues à leur juste prix et génèrent des taxes. Quand on regarde ce que donnent les externalités, c'est exactement l'inverse. Les énergies renouvelables, malheureusement, ont une distorsion de concurrence en leur défaveur, et les énergies fossiles sont subventionnées au sens où elles ne payent pas toutes les externalités, notamment les externalités climatiques, de leur présence. Et alors, dans l'électricité, et en particulier dans l'électricité nucléaire, c'est le bouquet. C'est-à-dire que déjà, à mon premier schéma sur le nucléaire, vous avez compris que le consommateur d'aujourd'hui paye que 2/3 du prix et qu'il y a 1/3 qu'on refile aux générations futures qu'on ne connaît pas trop et aux contribuables qu'on connaît un petit peu mieux. Mais en plus, plus on consomme, moins c'est cher. Et des pays aussi libéraux que la Californie ont aujourd'hui ce qu'on appelle une tarification progressive qui vise à redonner le juste prix aux consommateurs et qui vise également à faire en sorte que plus on consomme, plus chaque kilowattheure individuel va être cher. Et là, on est sur une incitation à la sobriété. Et par contre, tout le défi, c'est également ce que disait Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, les consommations directes avec les déplacements, on les voit bien. Récemment, j'ai assisté à une conférence sur les transports avec le maire de Bogota qui avait une parole que je trouvais absolument formidable. C'est qu'une ville apaisée qui a fait sa transition de ville durable, on devrait y penser pour les JO de 2024, c'est pas une ville où les pauvres ont les moyens de s'offrir des véhicules, c'est une ville où les riches prennent les transports en commun. Et regardez ce que ça veut dire en termes de ville apaisée, etc. Ça peut sembler hyper provocateur comme mode de vie, mais la ville durable de demain, elle sera aussi probablement plus mixte, plus solidaire, plus interpénétrante entre les différentes générations. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur notre rapport au transport, mais aussi sur notre rapport à l'alimentation, il y a un nouveau rapport au temps à construire, une nouvelle hygiène de vie, où effectivement le local, au plus on rétablit la vérité des prix entre le bio et le non-bio, entre le local et le distant, et au plus on retravaille pour ressortir de ces subventions dommageables à l'économie, au mieux on va arriver à avoir une société apaisée. Vis-à-vis du bâtiment, vu qu'il y a une inertie très grande, ça prendra forcément un petit peu plus de temps. Et la réponse à tout ça, c'est quand même qu'on a assisté au débat national sur la transition énergétique il y a quelques années et à la loi qui a été écrite, qui est une très bonne loi de programmation. Mais c'est aussi une loi qui a redonné le pouvoir aux citoyens, parce que dans un premier temps, tous les chiffres qu'on a partagés, vous pouvez tous y avoir accès en temps réel. Les indicateurs, notamment européens, mais aussi nationaux, sont actualisés. Et par rapport à ça, vous pouvez agir. Et il y a de nombreuses régions qui ont une politique régionale extrêmement forte. Et je citerai aussi le cas, parce qu'avec Green Cross, on y passe beaucoup de temps, ce qui pourrit un petit peu notre empreinte carbone avec les transports en avion, des îles. C'est-à-dire que quand on est à Ouessant, quand on est à Bréa, quand on est en Nouvelle-Calédonie, avec la centrale au charbon néo-calédonienne qu'on oublie un petit peu souvent, ou quand on est en Polynésie, là, le fait d'avoir un équilibre énergétique et un équilibre de vie, on est obligé de le faire sur une toute petite surface, avec 3000 habitants ou 300 000 habitants. Il n'y a pas la péréquation électrique, et quand on génère une nuisance, c'est immédiatement son voisin qui va taper à la porte en disant « là, il y a un problème ». Merci. Bernard Laponche, je vous sens motivé pour prendre la parole, mais le temps passe. Je vais vous poser une question sur le nucléaire. Alors, juste une question très simple. Quelle est notre capacité à démanteler les centrales ou le parc nucléaire ? le démantèlement des centrales actuelles, hein, les centrales qui sont actuellement en fonctionnement, ce n'est pas un problème technique. Aux États-Unis, il y a eu des démantèlements. En Allemagne, il y en a en cours. Il y a un petit réacteur en France qui est aussi en cours. C'est surtout une question de capacité technique et de financement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher que ce que prétend EDF. Et là, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que les provisions soient incorrectes. Mais on peut démanteler. Et les déchets ? Alors les déchets, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les déchets, on les accumule dans différents endroits, en particulier avec le retraitement des combustibles irradiés. On a
toutes sortes de déchets qui sont entreposés ou stockés un peu partout, donc c'est un problème réel. L'idée d'enfouir les déchets les plus dangereux dans une couche géologique à Bure, vous avez entendu parler de Bure puisqu'il y a eu pas mal de problèmes de manifestation et de répression, c'est une folie. C'est une folie à la fois technique et à la fois éthique. La folie technique, c'est que quand on lit vraiment les rapports actuels sur les questions de sûreté dans ce chantier qui durerait 100 ans, où à la fois on creuserait des galeries et on remplirait, ça ne tient pas. Du point de vue de la sûreté, il y a les rapports de l'IRSN, il y a les rapports d'un groupe international d'experts. Il y a les commentaires d'un certain nombre d'experts aussi qui concluent que c'est un problème pratiquement insoluble et que la solution proposée est beaucoup trop dangereuse. En plus, elle serait extrêmement coûteuse. Et donc, il y a des solutions qui sont proposées, mais qui sont des solutions d'entreposage pérennes, c'est-à-dire un certain nombre de centaines d'années, mais actuellement dans le monde, il n'y a pas de solution satisfaisante sur les déchets. Je vais en profiter pour changer de sujet, pour répondre à la question précédente sur les actions individuelles ou collectives sur les économies d'énergie. Je prends le cas très particulier qui m'intéresse particulièrement, celui de l'électricité, qui n'est pas sans lien avec la baisse du nucléaire, par exemple. Donc, réduire les consommations d'électricité, puisqu'on a dit qu'on allait réduire les consommations d'énergie, réduire les consommations d'électricité. Les différents niveaux. Le niveau individuel, ménage. Alors, il y a évidemment le côté sobriété. Vous éteignez les lumières, vous n'êtes pas obligé d'avoir une piscine chauffée à l'électricité, etc. Mais vous achetez des appareils performants, vous voulez acheter un appareil performant, vous ne savez pas trop comment faire. Donc, premier niveau, le guide top 10. Vous allez sur Internet, vous faites guide top 10, vous avez toutes les indications sur les performances électriques, le coût, les meilleures marques. Guide top 10. Donc, ça peut être généralisé. Deuxièmement, le problème de l'achat, soit d'un réfrigérateur neuf. Un jeune ménage s'équipe, il achète un réfrigérateur. Il n'a pas forcément tous les sous pour acheter le plus performant. Déjà, il peut être informé quel est le plus performant, quelle est la marque la mieux en qualité-prix. Deuxièmement, il faut trouver des systèmes d'aide financière. Il ne faut pas demander à l'État de financer les achats de réfrigérateurs. On ne s'en sortira pas. Il financera peut-être 200 réfrigérateurs, après il n'aura plus de sous. Il y a des systèmes qui existent, qui par exemple, le gouvernement pourrait exiger qu'EDF fasse comme on fait en Tunisie pour le chauffe-eau solaire. Donc prenons des exemples dans les pays du Sud, dont on parle en général comme si c'était tous des farceurs. La compagnie d'électricité envoie un bon aux abonnés, un bon de temps pour acheter un chauffe-eau solaire. Là, ce n'est pas le réfrigérateur, mais c'est pareil, un chauffe-eau solaire. La personne va acheter le chauffe-eau solaire, elle paye, mettons, sur un prix de 1 000 €, elle paye 100 €. Le reste, elle paye avec le bon. Le bon est renvoyé à EDF, à la compagnie d'électricité, EDF tunisienne, qui paye le Darty local, et se rembourse sur les économies réalisées sur une certaine période. C'est un système extrêmement astucieux qu'EDF avait appliqué en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, quand EDF vend 1 kWh, il perd le coût du kilowattheure, puisqu'il y a la péréquation. Donc il l'avait fait justement pour les chauffe-eau solaires. Mais il faut le faire dans l'Hexagone et exiger qu'EDF fasse ça. Donc vous avez des tas de méthodes pour faire, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, une collectivité locale, éclairage public. Une entreprise peut faire par rapport à son personnel, un comité d'entreprise par rapport les associations de consommateurs aussi. Donc si vous voulez, c'est un chantier qui est extrêmement intéressant parce que, la moitié de la consommation d'électricité en France, ce n'est pas dans l'industrie, les 2/3, c'est dans le résidentiel et tertiaire, et la moitié du total, c'est les usages spécifiques de l'électricité, électroménager, etc. Donc là, vous avez un chantier auquel tout un chacun peut s'attaquer. Je vous remercie. Je vais finir avec vous avant de donner la parole au public avec 2 questions extrêmement simples. Stéphane de Negawatt nous a dit que demain on changerait les modalités de transport. Est-ce que vous allez travailler en marche?
Pour répondre d'abord quand même à ce qu'a dit Bernard Laponche. Déjà, il n'y a pas que EDF dans la vie. Il existe d'autres fournisseurs d'électricité. Et donc, il ne faut pas compter sur EDF. Je veux dire, le monde de l'électricité est en train de changer. Il y a d'autres fournisseurs d'électricité. Il y a même des fournisseurs qui proposent de l'électricité 100% renouvelable. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de compter sur EDF. On est passé d'un monde complètement différent dans le domaine de l'électricité. Et le monde dans lequel on a de la production centralisée et produite par EDF, c'est un peu le vieux monde. Maintenant, on est passé dans faut se projeter un peu dans un monde nouveau, dans lequel il y a d'autres fournisseurs d'électricité, et dans lequel, je dirais, ce qu'on souhaite développer, c'est notamment l'autoconsommation, dans lequel chaque citoyen peut être son propre fournisseur d'électricité. Pour répondre à votre question... Non, mais j'ai quand même une question sérieuse. Oui. Ce que je disais était extrêmement sérieux. Non, mais c'était ma question qui n'était pas sérieuse. On voit bien que la révolution, elle est d'abord intérieure, et vous l'avez donné comme argument tout à l'heure, que pour réduire les centrales à charbon, il y avait des enjeux d'emploi. Et on sait aussi qu'il y a des enjeux de lobby à l'intérieur des ministères, à l'intérieur de l'économie française. Est-ce que la révolution, elle n'est pas d'abord de changer les mentalités des corps des mines, des X-mines qui sont dans les ministères et qui prennent les décisions? Le monde change, hein. Je crois que votre vision est un peu datée. Je ne suis pas sûr. Je vais tout vous avouer, parce que je crois que j'ai par exemple fait mes études à l'école des mines. Je n'ai rien contre l'école des mines. Hein. Ben si. Non, c'est un système de lobby où... Non, c'est pas un système de lobby, vous avez une vision un peu cliché. Ce qu'on défend, c'est bien la transition énergétique, c'est bien un changement de modèle vers l'autoconsommation et un développement des énergies renouvelables et l'application des objectifs de la loi. La loi, elle ne s'est pas faite toute seule. On en a parlé, l'objectif, c'est bien de diminuer la consommation d'énergie et d'augmenter la part d'énergie renouvelable. D'accord, donc il n'y a aucun système de lobby en France et de la part d'Areva. Écoutez, ce qu'on voit, c'est quand même la loi. La loi, on peut parler de lobby. Au moment où on élabore une loi, chacun s'exprime. Et sur nos scénarios, le ministère fait aussi des scénarios, comme Négawatt. Nos scénarios, ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'idée, c'est de se demander tous les 5 ans, sur 10 années glissantes, comment on voit l'évolution, donc, je dirais, à la fois de la consommation et de la production de l'ensemble des sources d'énergie. Donc on lance à l'heure actuelle la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est la programmation donc, qui couvrira la période 2018-2028, dans lequel on va organiser au premier semestre de l'année prochaine un débat public. Un débat public, c'est un moment dans lequel... donc c'est mené par la Commission nationale du débat public, qui est une autorité qui mène les débats publics, dans lequel chacun pourra s'exprimer sur sa vision de la politique énergétique. Et oui, on écoutera tous les lobbies pendant ce débat public. Ensuite, il y a des choix politiques qui sont faits. C'est pour ça qu'on a des élections, on élit des ministres pendant la République qui prendront leurs responsabilités. Et à partir de l'expression du public, dont tous les lobbies, il y aura des choix qui seront faits dans l'évolution de la politique énergétique. C'est juste qu'en regardant les états généraux de l'alimentation, certes, ça n'a rien à voir avec l'énergie, on peut se poser des questions. Écoutez, sur l'énergie, vous avez la réponse. La réponse, c'est la première réponse, c'est la loi de transition énergétique. C'est ensuite le plan climat et les mesures qui sont mises en œuvre pour le mettre en œuvre. Vous voulez 2 secondes ? Oui, juste pour dire, les temps ont changé, les formes de lobby et de participation citoyenne aussi, mais il y a 2 exemples que je voudrais vous donner que j'ai vécu ces dernières semaines. Vous avez sûrement entendu parler des navires qui émettent beaucoup de particules et qui sont aujourd'hui très énergivores. Je reviens à la question du gaz allié de la transition énergétique. Il y a des solutions au gaz qui existent, qui sont mises en œuvre en Italie, au Danemark, etc. En France, ça fait à peu près 2 ans qu'on essaye de pousser des appels d'offres
sur lequel, avec la puissance publique, on met des contrats pour faire arriver des motorisations au gaz. Vous avez peut-être entendu parler de Brittany Ferries, ils devaient mettre en marche des navires au gaz. Ça a été impossible parce que les affaires maritimes se sont mis au travers du chemin de les faire accéder à un quai ou de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures de livraison de gaz à terre qui permettent d'y aller. Aujourd'hui, on est en train de regarder les choses sur Dunkerque et sur la région Aquitaine. On se rend compte que les réponses sont beaucoup plus subtiles, mais les freins sont toujours là. Et moi, la question que je me pose, c'est que s'il faut un jour qu'avec les régions on se mobilise, on fera de l'intelligence collective et on est capable aujourd'hui de mettre en place un navire battant pavillon italien qui sera approvisionné dans les eaux internationales par des bateaux battant pavillon danois pour arriver à ce que la solution techniquement ait lieu. Mais est-ce qu'effectivement on ne peut pas utiliser tous les leviers publics et notamment les échéances de 2018 que vous avez rappelées pour, sur ces solutions-là, se dire, soit l'idée que je donne, elle est parfaitement farfelue, et le débat public est là pour expliquer qu'elle est parfaitement farfelue, on n'a aucun problème avec ça. Soit, si elle est raisonnable, collectivement, et les spécialistes de l'énergie, et les agences et la représentation décentralisée de l'État se disent, on va faire un test. Il y a un droit d'expérimentation écologique qui était une idée très chère à Nicolas Hulot, militant associatif, qui peut être mis en place dans les années à venir pour se dire, peut-être que les assos, peut-être que les militants, peut-être que les porteurs de projets innovants ont de mauvaises solutions. Mais testons-les en conditions réelles. Donnons-nous 2 ans ou 3 ans pour les analyser. Et là, si ça marche, on aura accéléré la transition énergétique dans le pays, tout le monde sera content. Et si ça ne marche pas, on saura que c'est impossible plutôt que de se dire non a priori. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, ça fuse. Bonjour, donc oui. Donc, je suis de l'école des mines de 2012, donc pour vous contredire, je suis dans les énergies renouvelables, donc vous n'êtes pas tout seul. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, mais moi j'aurais une petite question, car on a beaucoup parlé d'efforts de la part des gens, du collectif, des entreprises, mais il y a également des individus en particulier, ou des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux, qui eux peuvent avoir un rôle à jouer également. Je fais référence à 2 types de choses, du blocage et du ralentissement. Du blocage qui peut être fait par des régions, des ministres parfois, qui peuvent avoir des idées erronées ou bien des intérêts divergents avec les ENR et qui peuvent bloquer tout bêtement une filière par des convictions personnelles ou des intérêts personnels. Ça s'est déjà vu, ça se voit encore. Et l'arrivée d'un nouveau gouvernement aujourd'hui doit, j'imagine, travailler à la levée de ces blocages. Donc j'aimerais savoir en l'occurrence comment ça se passe de votre côté. Et la deuxième question qui est plutôt liée au ralentissement, et par rapport à ce qu'on peut observer dans certains pays européens sur l'éolien, on voit que des pays comme l'Allemagne arrivent à lancer des champs éoliens offshore qui font 3 fois la taille de ceux qu'on peut observer ailleurs en 5 ans, alors que dans des pays comme la France ou le UK, on est sur des périodes de 10 ans, à cause de beaucoup de procédures, de personnes qui émettent encore des blocages. Donc, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour essayer d'accélérer la transition? Olivier David, peut-être? Alors, il y avait plein de choses dans la question. C'est vrai que derrière la politique énergétique, il y a des choix politiques. Je veux dire, et il y avait clairement dans la... Enfin, on ne va pas refaire la campagne présidentielle dernière, mais il y avait des politiques énergétiques présentées qui étaient assez diverses. Certains étaient pour remettre en cause la loi de transition énergétique, d'autres pour accélérer. Enfin, il y avait la politique actuelle, elle s'inscrit bien dans la loi et dans les objectifs fixés par la loi. Sur les énergies renouvelables, il y a un vrai enjeu qui est, je dirais, d'accélérer. C'est extrêmement long. De construire en France des parcs éoliens en mer. Les parcs éoliens en mer dont vous parlez en France, c'est des appels d'offres qui ont été attribués en 2012, dont on espère une mise en service entre 2020 et 2022. Vous voyez, c'est 10 ans pour construire ça. Pour, je dirais, qu'ils puissent sortir de terre, pour qu'on puisse même commencer les travaux. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est que tout le monde n'est pas ami des énergies renouvelables, mais je pense qu'il faut... Enfin, il y a quand même un droit au recours. Qu'est-ce qui ralentit énormément les projets? C'est notamment les recours contentieux. En France, on a un système de recours dans lequel on peut faire un premier recours, puis faire appel, puis ensuite faire un pourvoi devant le Conseil d'État, devant les autorisations. Chaque étape prend 2 ans. Ça veut dire qu'on peut avoir 6 ans de recours sur des projets.
L'idée, c'est pas de supprimer les recours, ce qui serait la solution la plus simple. Alors, on l'a fait sur l'éolien en mer, on a supprimé un niveau de recours. Mais je dirais, il y a quand même un droit en France au recours. Et donc, l'idée, c'est plutôt, d'une part, de convaincre, et de convaincre, je dirais, l'ensemble de la population de l'utilité des énergies renouvelables. Pour ça, il y a plein d'outils. Il y a d'une part la fiscalité locale. Quand on reçoit de l'argent, quand on accueille une installation, ça aide les gens à accueillir des installations. C'est pas mal. Je veux dire, c'est aussi une retombée pour le territoire de l'installation. Il y a le financement participatif. L'idée du financement participatif, c'est que les acteurs du territoire puissent participer financièrement au développement de l'installation. Et donc, dans les appels d'offres que lance le ministère, il y a toujours une bonification importante quand on fait du financement participatif. Puis, il y a aussi, je dirais, les débats. Je dirais, chacun d'entre nous, puisque je m'inclus dedans, peut être aussi une force de conviction pour les énergies renouvelables. Et juste en 2 mots sur le blocage personnel de la part des ministres évoqué par... Il y a des choix, c'est pas des blocages personnels, il y a des choix politiques. Je dirais les ministres, ils tombent pas du ciel. Les ministres, c'est ceux que je dirais les Français choisissent. Merci. Une question ici. Alain, si la loi sur la transition énergétique était complètement appliquée, et disons plus globalement les résolutions de la COP 21 étaient appliquées, vers quelle augmentation de température on s'achemine à la fin du siècle? Je vais laisser Bernard Laponche répondre. Oui, une question. Donc, je voudrais vous parler effectivement des textes de loi. Vous avez tout à l'heure indiqué que c'était très important dans les textes de loi. Je voudrais donc évoquer une loi qui a été votée il y a 2 ou 3 ans, qui concernait l'obligation pour les immeubles en chauffage collectif de faire de la facturation en fonction de l'énergie consommée et pas au forfait. Cette loi est passée, il y a même des pénalités qui sont appliquées, qui sont applicables en cas de non-respect de la loi. Je ne sais pas si un décret d'application a été publié, mais ce que je sais, c'est que parmi toutes les personnes que je connais qui habitent dans des immeubles candidats à l'application de la loi, il n'y en a pas un seul qui l'a appliqué. Alors sur la première question Oui, sur la première question, il faut faire attention. La COP 21, en fait, a mis en place un mécanisme intéressant, mais qui ne fixe pas de la même façon que ce que vous avez dit. C'est-à-dire, on a demandé à tous les pays de présenter leur programme pour arriver à ces objectifs qui devraient arriver à peu près à 2 degrés. Alors, la plupart des pays ont répondu. Ils ont présenté leur programme, dont la France, qui est dans l'Europe. D'ailleurs, c'est un programme de la Commission, de l'Union européenne. Et quand on fait la somme de tous ces programmes, actuellement, on n'arrive pas au résultat. Et donc, il y a actuellement une phase de discussion avec les uns et les autres pour que chacun améliore sa politique. En particulier. Alors si on ne faisait pas plus, ce serait peut-être 3 ou 3,5. Enfin, je veux dire, la différence est importante. Alors, l'ennui là-dedans, c'est si les États-Unis se retirent, ça fait à peu près 15... Les États-Unis, ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, s'ils se retirent officiellement, c'est dramatique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'aux États-Unis, le pouvoir fédéral, c'est une chose, mais qu'il y a aussi les États et les villes qui font des choses. Cela dit, quand le gouvernement fédéral, M. Trump, soutient la relance du charbon, les États charbonniers, eux, ils sont ravis. Donc même si la Californie fait des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Pennsylvanie ou d'autres... donc on est dans une situation dangereuse. Merci. Deuxième réponse. Alors, je réponds à la deuxième question. Très vite, parce que j'ai beaucoup de questions. C'est que, pour dire les choses très simplement, les syndics ont fait de l'anti-jeu dans des immeubles collectifs et ont tout fait pour jouer contre la loi sur l'individualisation des consommations. Quand vous êtes au niveau local, écrivez à vos agences de l'énergie, écrivez à l'agence parisienne du climat pour les Parisiens, écrivez à l'ADEME, demandez de l'aide. Il y a toute une boîte à outils pour accélérer le dispositif. Et il y a un moment où, en termes de pointage du doigt,
je pense que le gouvernement, comme les collectivités locales et les partenaires, seraient bien avisés de se dire attention, les syndics ont fait de l'anti-jeu. Et personnellement, je suis investi dans une démarche comme celle que vous décrivez à Grenoble, et on en maîtrise toute la difficulté, y compris quand un maire comme le maire de Grenoble est favorable. Et pour compléter en une demi-phrase le propos de Bernard Laponche, finalement, de savoir si l'atterrissage il est à 2 degrés, il est à 3 degrés, il est à 3,5 degrés en 2050, c'est pas aussi important que ça, et ça doit pas nous orienter vers l'inaction. Parce qu'en attendant, vous le voyez avec les dommages sur l'ouragan Irma et avec d'autres choses, le GIEC a fait la preuve formelle du lien entre l'instabilité climatique et l'instabilité météorologique, et on payera en assurance et en dommages bien plus que ça nous coûte d'agir dès maintenant vers cette trajectoire probable. Pour ceux qui n'y croient pas, le gouverneur de Californie a très bien compris le truc, et c'est pour ça que Trump ou pas Trump, il continue à agir. Merci. Une question ici. Oui, bonjour. Donc, je suis aussi étudiant à l'École des Mines Paris, mais c'est pas important. C'était juste pour savoir, en fait, aujourd'hui, les centrales à charbon, elles ont eu énormément de réinvestissement dans les filtres. Par exemple, à Cordemais, il y a eu 350 millions d'euros qui a été investi pour réduire de 90% le soufre. Ces 350 millions d'euros, si en 2022 on les ferme, il va falloir les rembourser à EDF. Pourquoi pas développer plutôt des projets d'énergie renouvelable avec ces 350 millions d'euros? Monsieur David, peut-être? Le lobby, disons, est extrêmement puissant à la recyclerie. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez... À croire que je l'ai organisé. Je ne dirais pas jusqu'à là. Non, après, il y a des choix politiques. Enfin, je dirais, il est toujours plus facile de ne rien faire et de trouver des tas de raisons pour, je dirais, pour continuer tel qu'on est parti. Le charbon, c'est quand même une énergie particulière, c'est celle qui émet le plus, vraiment le plus de gaz à effet de serre. Très loin devant le gaz, dont je comprends que mon voisin est pas mon voisin directement, mais mon voisin suivant est un fervent défenseur. Et donc le charbon, ça je crois qu'on peut tous rejoindre là-dessus, c'est vraiment la première priorité. Je pense que c'est aussi dans le salon Négawatt une des priorités de fermer les centrales charbon. Donc c'est quelque chose qui est ancien. C'est déjà dans la première PPE. Déjà, on avait annoncé longtemps à l'avance que les centrales charbon devraient fermer en 2022. Et donc, c'est quelque chose qui doit arriver maintenant. Malgré c'est vrai, c'est difficile. C'est des centrales qui auraient pu être prolongées. Économiquement, je dirais qu'on regarde strictement la production, c'est pas la meilleure solution économique, mais quand on prend en compte toutes les externalités, c'est le choix politique, c'est bien de fermer ces centrales charbon. Merci. Une question ici. Oui, bonsoir à tous. Je suis étudiant à l'université de Cergy-Pontoise en master environnement, accompagné de mes acolytes. En fait, moi, je me posais une question surtout au niveau du scénario mégawatt, autant pour moi. Ça reste un scénario conditionné par plusieurs facteurs et des variables. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que on prend vraiment en compte les variabilités qui puissent être d'ordre démographique? Donc on sait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en France et qu'on tend à consommer encore plus. Donc est-ce qu'on prend des facteurs comme par exemple le transfert de pollution, parce qu'un t-shirt qui est produit par exemple dans un état autre que la France mais qui est consommé en France, est-ce que c'est vraiment nous qui polluons ou c'est le pays qui est à côté? Donc il y a plusieurs de ces facteurs-là qui font que je me dis, la sobriété, j'y crois beaucoup parce que j'arrive à voir, de par mes consommations, que je consomme 50% de moins que les foyers qui sont du même ordre. Mais est-ce qu'il y a vraiment possibilité, et quelles sont les contraintes liées justement à l'application de ce même scénario? Pour une autre question que je souhaite aussi développer, ce serait surtout, est-ce qu'on a des exemples de pays qui ont justement fait de l'énergie renouvelable une priorité
Et les résultats ont permis justement, enfin j'ai entendu parler du Portugal qui a tourné pendant 5 heures à l'énergie renouvelable au niveau de tout le pays. Quels sont des facteurs qui font que ces pays-là réussissent à avoir justement ces résultats-là, et qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que ce soit applicable en France? Merci. Stéphane, peut-être pour Négawatt? J'ai quelqu'un de très économe à côté de moi, il l'avait mis en veille. Alors, j'essaye de répondre à la première question qui est pas évidente. Clairement, un scénario, c'est pas une boule de cristal. On essaye de mettre sur la table un maximum de données. On essaye de rationaliser des choix, des hypothèses, etc. Et évidemment, je veux dire, si quelqu'un en 2010 avait dû faire si quelqu'un, par exemple, en 1950 avait dû faire un scénario pour ce que serait la France aujourd'hui en 2010, et bien sûr qu'il n'aurait pas pu. Et nous, bien sûr, on ne peut pas prévoir certainement peut-être des changements majeurs qui vont avoir lieu. Personne n'avait d'iPhone dans sa poche il y a 6-7 ans. Enfin bon, vous voyez, on ne peut pas tout deviner. Donc clairement, on fait des choix, des hypothèses par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui nous semble rationnel, et surtout sans imaginer un truc magique. Vraiment, ça, j'insiste, c'est un scénario technologiquement réalisable, c'est-à-dire avec des choses qui existent aujourd'hui ou qui sont en passe d'être validées, mais vraiment très peu. Donc la variabilité, vous avez raison, on essaye de la prendre en compte, mais une fois que le modèle est établi. Cette année, quand on a refait le scénario, on a fait des analyses de sensibilité à certains facteurs pour voir, par exemple, s'il y avait moins de sobriété ou s'il y avait certaines choses qu'on appliquait moins, si on arrivait au résultat ou pas. Et clairement, on est sur une ligne tendue. C'est-à-dire que le premier scénario de Négawatt, il date de 2003, il a vraiment été formalisé en 2005, il a été refait en 2011, enfin bon bref. Et à chaque fois, on a pris du retard, vous voyez. Et on a mis la même date de fin, 2050. Donc à chaque fois qu'on prend 5, 6, 10 ans de retard, la pente, elle est de plus en plus difficile, vous voyez. Et là, on arrive à un stade où on est vraiment, quand je dis un fil tendu, c'est-à-dire que ça deviendra compliqué d'arriver au résultat qu'on prédit. Sauf qu'évidemment, on n'est pas à 2 ans près. Je veux dire, on ne va pas s'arracher les cheveux si en 2050, on n'est pas le pile poil là où on veut, vous comprenez. Mais bon, en tout cas, il faut voir que les grandes lignes, elles sont, enfin, à notre sens, elles sont justes. Tout ce que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, les grandes lignes, elles sont justes. Après, effectivement, si tout le monde s'interroge en disant, bah oui, mais moi, est-ce que ça sert vraiment que je fasse quelque chose Bon, c'est vrai qu'on va un peu baisser les bras. Et quelque part, on peut être optimiste. Tout ce que vous faites, ben, ça va dans le bon sens. Tout ce que on décidera collectivement au niveau d'une commune, d'une région, ça ira dans le bon sens. Que la loi mettra en œuvre, ça ira dans le bon sens. En tout cas, nous, on sera là pour essayer de vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire. Et la deuxième question... C'était le modèle, par exemple, du Portugal, des pays qui sont vertueux. Alors clairement, tous les pays ne sont pas égaux. Certains pays ont beaucoup de lacs, peuvent faire beaucoup d'hydraulique. Certains pays ont beaucoup plus de soleil que nous et peuvent faire beaucoup plus de solaire, etc. etc. Certains pays ont plus de vent, etc. Donc faut pas trop... Enfin, moi, à mon sens, en tout cas, je pense qu'on peut prendre des bonnes choses, enfin des bons exemples dans des tas de pays, y compris sur des choix réglementaires, fiscaux, etc. Mais n'essayons pas de décalquer ce que font d'autres pays chez nous et vice-versa d'ailleurs, parce qu'on a trop de différences, parfois on a trop de différences, ne serait-ce que dans la géographie, tout simplement, ou dans les niveaux d'activité industrielle ou tertiaire. Donc on s'en inspire, d'ailleurs à Négawatt, on va essayer de faire une sorte de grand benchmark européen pour voir si on peut faire augmenter notre scénario au niveau européen, enfin l'étendre au niveau de l'Europe, mais vous voyez, c'est tout de suite plus compliqué. L'Allemagne n'a pas le même tissu industriel, l'Espagne n'a pas les mêmes niveaux solaires. Enfin bon, c'est un travail très intéressant, mais bon, je pense que chacun voit la grande orientation, on n'est pas obligé de tout décalquer. Merci. Ceci n'est pas une question sur le lobbying, parce que j'espère que la réponse est ailleurs. Vous m'apprenez que l'Inde va arrêter les voitures à combustible fossile 10 ans avant la France. Et 10 ans, ça nous chercher à comprendre le pourquoi du comment, sachant qu'on a cherché à faire la leçon à l'Inde il n'y a pas longtemps, à la COP21. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas eux qui nous donnent la leçon? Oui, l'objectif que s'est fixé la France dans son plan climat, c'est la fin de la vente des voitures fossiles en 2040. Et l'Inde a annoncé après que c'est fixé comme objectif 2030. Oui, ils sont plus ambitieux que nous dans la fin des voitures fossiles. Une question ici d'une femme.
Bonsoir. Moi, j'aimerais que vous nous parliez des effets néfastes des énergies renouvelables, parce que là, on a l'impression que c'est la solution. Dans les projets de parcs éoliens, il y a eu pas mal de recours d'associations qui mettaient pas mal de problèmes sur la table au niveau faune, flore, environnement, etc. Pareil, pour les panneaux solaires, ça demande d'aller chercher des matériaux qui sont quand même très rares, d'aller puiser la planète. Donc, est-ce que c'est vraiment la vraie solution ? Comment contourner ces problèmes ? Enfin, voilà. Alors, j'ai participé au débat sur l'éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Et à ce moment-là, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris un truc déjà qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il y avait des associations de surfeurs qui venaient, âge moyen 70 à 80 ans, qui nous ont dit que la pratique du surf en baie de Saint-Brieuc allait être rendue très difficile par les éoliennes offshore. On avait les navigateurs, on avait les pêcheurs autour de nous. On s'est aperçu qu'il y avait des vagues pour faire du surf en baie de Saint-Brieuc à des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Et on ne soupçonnait pas non plus avoir des gens qui se maintiennent en tel niveau de santé par la pratique du surf. Donc c'était un petit peu un gag, mais il faut voir qu'on a en France des professionnels du recours contre les énergies renouvelables, que du côté des associations environnementales, on a appris aussi à être plus mature par rapport à ça, et que les débats publics sont faits pour retravailler sur le compromis bénéfice-risque. Que par contre, ce qu'on constate, c'est que pour ceux qui ont envie de regarder comment ça se passe, la mise en place des énergies renouvelables, en Écosse, par exemple, il y a plein de retours d'expérience très transparents sur l'éolien et sur le solaire. Que les énergies renouvelables, de par la loi, sont les seules à payer toutes les externalités et anticiper la fin de vie et le recyclage. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas eu l'occasion de demander au nucléaire dans les années 60 et 70, les fabricants de panneaux éoliens de première et deuxième génération sont en train d'avoir les éco-organismes de la fin de vie des panneaux solaires qui se mettent en place. Et la très bonne nouvelle, c'est que d'une génération de conception sur l'autre, on utilise à peu près 5 à 10 fois moins d'intrants parce que c'est les mêmes cycles de vie et les mêmes évolutions technologiques que dans l'industrie. Et le dernier aspect, c'est qu'en même temps qu'on est en train de passer des énergies en 1 à 2 dimensions très concentrées aux énergies déconcentrées, on disperse les sources de production d'énergie sur le territoire, ce qui fait que les effets néfastes qu'on constatait sur les énergies à haute et à très haute tension, si on parle que d'électricité, s'estompent parce qu'on concentre moins l'énergie. Dit autrement, on a des sources de production d'énergie qui ressemblent moins à des bombes et qui ressemblent beaucoup plus à des réponses adaptables à des besoins du quotidien. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour la santé. Stéphane, juste Stéphane qui voulait dire un mot. Oui, enfin, c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent. On a l'impression, si on est un peu loin du monde de l'énergie, qu'on va vous troquer un système que nous on juge pas bon pour un autre qui n'est pas forcément meilleur. D'un autre côté, il faut vraiment le prendre avec des pincettes cette question, parce que la grande trame derrière, c'est est-ce qu'on arrive à se passer de l'énergie fossile et en ce qui nous concerne à se passer d'énergie nucléaire. Donc, alors la première réponse, elle pourrait être à se poser trop de questions, on ne va pas agir. Mais bon, la question est légitime, je pense. À Négawatt, on nous la pose souvent. Donc, quand on a réactualisé le scénario, on a fait un calcul. Donc, dans le scénario Négawatt, grosso modo, par rapport à l'existant, il faut multiplier les énergies renouvelables en termes de production par 4. Il faut baisser la consommation par 2. Il faut multiplier les énergies renouvelables par 4 pour qu'on ait quasiment 100% d'ENR qui satisfassent la consommation en France. Alors beaucoup de gens nous disent par 4, vous vous rendez compte, toutes ces éoliennes, c'est de l'acier, c'est du béton, etc. Effectivement, quelques métaux rares pour certains composants. Donc on a fait le calcul, par exemple, sur le béton, pour voir si on installait toutes les éoliennes que Négawatt prévoit, qu'est-ce que ça faisait une quantité de béton extraordinaire qui allait... Et en fait, on s'est rendu compte que, grosso modo, tout le béton que ça demanderait au maximum de l'installation des éoliennes, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'était 4 fois moins que ce qu'on économisait dans l'industrie en appliquant la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc vous voyez, alors peut-être qu'on a tort, je ne sais pas, mais je ne pense pas, c'est bien de voir l'ensemble. Si on fait de la sobriété et de l'efficacité sur l'ensemble du système économique français, et pas que dans l'énergie, c'est aussi dans l'industrie, dans le bâtiment, etc., dans le transport, on économise énormément de matières premières, et franchement, de nous, ce qu'on a calculé, les énergies renouvelables ne vont pas condamner la planète, beaucoup moins que le modèle actuel. Je vais faire rapide. Apparemment, on a parlé de ce gros cube d'énergie potentielle photovoltaïque, donc par le soleil, et du tout petit peu dont on a besoin
pourquoi on ne regarde pas sous nos pieds le grand cube de potentiel géothermique qui on fort dans des zones denses. On récupère un fluide à 80 degrés, qui est largement suffisant pour chauffer des zones denses, qui peut, dans certains cas, permettre de faire de l'électricité. Donc, ce n'est pas juste la chaleur. Dans un des scénarios négawatt, on montre que c'est environ 50% de l'énergie qui sert à chauffer, en général. Donc, il y a quand même 50% de cette chaleur qu'on pourrait puiser sous nos pieds. Et pourquoi est-ce que ça ne se développe pas plus, en général ? Ouais, je vous réponds super rapidement, parce que moi j'ai le même cube dans ma présentation négawatt, presque pareil. D'abord, souvent, moi je parle du cube, mais je dis souvent, c'est l'énergie théorique qui arrive sur la Terre, mais vous voyez, on n'est pas dans les océans, et puis je ne peux pas tendre la main et attraper un morceau d'énergie solaire pour mettre dans ma voiture. Donc derrière, il y a beaucoup de transformations techniques pour capter cette énergie solaire, qu'elle prend la forme du vent, de la biomasse ou du soleil directement. Hein. Ça englobe toutes les sources d'énergie, des flux comme ça qui sont sur la planète. Donc c'est pas évident, mais c'est possible. Hein, vous l'aurez compris dans ma bouche, c'est possible. La géothermie, bien sûr, elle existe, sauf qu'elle n'est pas à tous les endroits sur la Terre. En France, typiquement, on a le bassin parisien et le bassin aquitain qui ont de la géothermie en profondeur, qu'on exploite déjà. On peut faire de la géothermie basse température, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a différents types de géothermie, donc bien sûr qu'il y a des ressources. Mais là, je dirais, oui, dans le scénario négawatt, on la développe, mais elle ne satisfait pas toute la demande. Enfin, c'est une des ressources qu'on peut utiliser, hein, mais elle ne peut pas tout faire. Clairement, elle ne peut pas tout faire. Je vais rajouter un petit point. On voit que les objectifs de développement des énergies renouvelables sont très importants. Les objectifs de la loi, hors hydro, c'est bien d'ici 2030 de faire plus que tripler dans l'électricité la quantité d'énergie renouvelable produite. Donc on a vraiment besoin d'aller à fond dans toutes les filières. Je dirais, on n'est pas à un moment où on se dit tiens, on va essayer on fait trop d'une filière. Enfin, on se dit pas on fait trop de photovoltaïque, on fait trop de géothermie. Donc je dirais l'idée de la politique qui est menée, c'est bien d'aller à fond dans l'ensemble des filières d'énergie renouvelable en faisant le maximum possible, tout en maîtrisant les externalités de ces énergies renouvelables. C'est-à-dire chaque énergie renouvelable a des autorisations environnementales. Il y a avec des études d'impact pour essayer de réduire et de compenser les impacts sur l'environnement. Une dernière question. Ça rebondit un peu sur ce qui vient d'être dit, mais du coup, si on prenait un mix énergétique idéal 100% renouvelable, quel serait-il un peu en termes de pourcentage par rapport à chaque énergie? Et puis, quelle est celle qui aujourd'hui est peut-être sous-développée et qui a la plus grande capacité de développement? Stéphane, pour commencer. Dans le scénario négawatt, en tout cas, donc les ordres de grandeur, c'est aujourd'hui, on est à peu près donc nous, on compte en térawattheure. Hein, vous nous excuserez, on ne compte pas en térawattheure. On est à peu près à 250 térawattheures d'énergie renouvelable en France. Dans le scénario négawatt, donc en 2050, il faudrait passer à 1000. Et ces 1000 satisferaient la consommation française. Sur les 1000, grosso modo, il faut compter environ 420 de biomasse. Donc vous voyez, c'est presque la moitié. Donc la biomasse, c'est déjà la première énergie renouvelable en France et ça restera la première énergie renouvelable en France en 2050. Il faut aller la chercher par contre, parce que là, ça en fait un peu plus. Ensuite, on aurait de mémoire 250 TWh d'éolien. Donc là, je parle en production, hein, pas en puissance installée. 250 TWh d'éolien et 150 TWh de solaire. Et après, le reste, c'est le mélange des autres énergies renouvelables. Hein. Donc, c'est pas négligeable, ce sont des gros chiffres. Ça veut dire derrière beaucoup de développement, mais c'est beaucoup de développement local. Le solaire photovoltaïque, il peut être mis partout. L'éolien, il y a quand même beaucoup d'endroits en France où on peut encore en installer, que ce soit en mer ou sur terre, bien sûr. Et puis, tout ce qu'on a cité, la géothermie ou d'autres énergies. Nicolas? Alors, ce qui vient d'être dit est complètement vrai. Par contre, les deux choses qui sont à développer, c'est la résilience et c'est l'économie circulaire. C'est la résilience au sens où, pour atteindre le mix tel que Stéphane est en train de le dire, ce qu'il faut, c'est investir à fond dans toutes les filières, ça a été dit, et c'est essayer différentes nouvelles solutions parce qu'il y en aura toujours une qui marche. Et le jour où il y a une solution qui se plante, si on est résilient, si on a réfléchi en 4D, comme je le disais tout à l'heure, on peut retomber sur ses pattes. Il faut se rendre compte que ce qui est en train de se passer avec le cyclone Irma est dramatique.
mais que le plus difficile, c'est de remettre en place toutes les solutions massifiées qui ont été importées avec des yeux de la métropole parce qu'on a oublié de penser qu'on était sur une île. Et vis-à-vis également de l'économie circulaire, mieux retravailler entre nos déchets, notre agriculture, notre énergie. Je crois que ça va être le thème des 2 prochaines conférences. Il y a aussi la question des transports. Mais il y a plein de choses à faire qui sont des solutions de proximité qui permettent d'optimiser l'énergie. Pensez que dans votre poche, on a aujourd'hui plus de terres rares que dans les mines de terres rares sur lesquelles il y a des gens qui sont en train de perdre la vie en RDC pour faire en sorte de fabriquer l'iPhone de la génération d'après. Et que si on remet plus d'économie circulaire, plus d'énergie locale, plus de valorisation, eh ben on sera en mesure d'atteindre les objectifs dont nous parlait Stéphane. Alors juste pour finir, Bernard Laponche, un mot de conclusion, 2050. 2050, je n'y serai pas. Donc, on ne pourra rien me reprocher. Je pense que depuis une trentaine d'années, entre 20 et 30 ans, il n'y aura plus de nucléaire. Pas seulement à cause des lois, mais à cause des faits. Actuellement, nous vivons une crise grave, on n'en a pas parlé, du nucléaire à la fois technique, de sûreté, économique et financière et sociale. Et cette crise ne pourra être résolue ou amoindrie que si effectivement on réduit petit à petit, sur une vingtaine d'années, l'utilisation du nucléaire. Donc, ce qui constitue en France quand même le premier obstacle au développement des renouvelables. Quand on regarde la comparaison entre les pays occidentaux, par exemple, on voit bien que le fait de faire 75% de l'électricité à partir du nucléaire comme aujourd'hui, ça représente un frein par rapport aussi bien aux économies d'électricité que par rapport au développement des renouvelables. Donc si on change de modèle, comme mon voisin l'a dit, ça veut dire qu'on change aussi ce modèle de nucléaire centralisé. Donc ceci étant mis de côté, il faut bien voir que le nucléaire ne joue que pour 16% de la consommation d'énergie finale, donc ce n'est pas du tout la majorité. Je pense que tous les autres moyens dont on a parlé, et en particulier les économies d'énergie d'un côté et les renouvelables de l'autre, permettent de respecter les 50%. Donc c'est plutôt une question à la fois de volonté, d'abord de connaissance des choses, de volonté et d'un certain enthousiasme qui sont nécessaires parce que les techniques existent aujourd'hui. Et que ce n'est pas tellement d'avoir un énorme progrès scientifique et technique, c'est un problème qui est à la fois politique, démocratique et social, plus que technique. Voilà. Merci. Olivier David, 2050, il se passe quoi? Olivier David, un mot de conclusion rapide. L'idée est bien d'aller vers un mix complètement décarboné en 2050. Et pour ça, de développer massivement les énergies renouvelables, dans lequel on n'a pas parlé de coût, mais dans lequel le coût aussi des énergies renouvelables baisse, je dirais, de façon extrêmement rapide. Donc l'idée est bien de développer ces énergies renouvelables sans forcément se projeter tout de suite jusqu'en 2050, mais en tout cas, dans les 10 prochaines années, développer massivement, je dirais, toutes les filières d'énergie renouvelable. Et on a un point de désaccord quand même. Je pense qu'il n'y a pas en France de problème de gisement. On peut largement, on a des gisements on pourrait faire 4, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire la consommation, mais on pourrait faire 4 ou 5 fois, je dirais, la consommation actuelle uniquement avec des énergies renouvelables. On a un gisement extrêmement diversifié d'énergies renouvelables, que ce soit du photovoltaïque on a une surface de toit gigantesque, un certain nombre de friches dans lesquelles on peut faire du photovoltaïque au sol. On a aussi tout le sujet des énergies marines, dans lequel on peut faire de l'éolien en mer posé, de l'éolien en mer flottant, donc relativement loin, je dirais, des côtes. Donc on a toute une diversité, avec les technologies existantes à l'heure actuelle, de filières d'énergie renouvelable. Stéphane Signoret, le mot de la fin vous revient. 2050, Thierry Salomon, président de Négawatt et ministre de l'écologie.
Ouais, il est encore meilleur que moi. Moi, je vais au travail à pied ou en vélo. Mais je ne sais pas me servir du micro. 2050. Je suis quand même très heureux qu'au ministère, on pense qu'il y a un si fort potentiel d'énergie renouvelable en France. Ça veut dire qu'on a été trop conservateur dans notre scénario à négawatt. Mais j'appelle quand même à la prudence. Voilà. On a déjà beaucoup d'efforts à fournir, et notamment, ne mettons pas trop d'attention ce que j'appelle pour le moment aux signaux faibles. Vous voyez, l'autoconsommation, c'est un truc très intéressant et très important, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. On commence. Voilà. Et il y a quand même des choses plus cruciales, comme les simples économies d'énergie qu'on peut faire tous les jours. Donc en 2050, ouais, je sais pas, moi je vous ai déjà tout dit. Hein, D'accord. Une France plus sereine et 100% renouvelable. Je vous remercie à tous les quatre d'avoir participé à la réflexion sur le mix énergétique en France en 2050. Merci à vous d'être venus si nombreux. Le mois prochain, le 9 octobre, ici même, s'inscrira dans la même réflexion. Ça sera sur les transports, le pari de la durabilité. Et en novembre, faisons une richesse de nos déchets. Ça tombe bien, c'est le thème du Kaizen. 0 déchet en kiosque actuellement. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à la recyclerie.